Une source de l'administration Trump hier soir, sous couvert d'anonymat, a affirmé que l'aide américaine à l'Ukraine était suspendue. Rien jusqu'ici n'a été officialisé par la Maison-Blanche, sauf que, quelques heures plus tard, visiblement, cette suspension est effective. On en parle avec nos invités, vous allez comprendre pourquoi. Le général François Chauvency, bonjour, consultant géopolitique LCI, Volodymyr Pozelski, bonjour, président de l'ONG Ukraine en Europe et enseignant à l'INALCO, et notre éditorialiste international Magali Barthez, bonjour. Bonjour. Magali, pourquoi je dis ça? Pourquoi je dis que c'est effectif? Parce qu'il y a quelques minutes, on l'a entendu donc sur notre antenne en direct sur LCI, François Bayrou affirme que des trains entiers chargés d'aide américaine sont en train d'être bloqués. Est-ce que vous avez les mêmes informations? Et c'est ce que confirme aussi la partie polonaise. Donald Tusk, tout à l'heure, le Premier ministre polonais, a ouvert une réunion du cabinet en ayant aussi ses propos, en disant que les informations qui lui remontaient de la frontière entre l'Ukraine et la Pologne, et surtout du centre logistique de Rzeszów, qui est cette espèce d'énorme hub qui se trouve en Pologne, où arrive 95% normalement de l'aide occidentale avant d'être rebasculée en Ukraine, qu'en effet il y avait des soucis, et que ça montrait bien que en effet les informations des États-Unis sur cette suspension sont immédiats et effectifs. Et là, je regarde la presse ukrainienne en ce moment, le Kyiv Post, qui confirme que les livraisons d'armes américaines à l'Ukraine via la Pologne ont cessé. Le Kyiv Post qui reprend les informations de la partie polonaise. Mais on voit la rapidité. Totalement. Une fois que la décision est prise, on voit que c'est très, très, très rapide sur le terrain. Quelques heures seulement après, c'est spectaculaire. Alors, on a voulu savoir concrètement ce que ça voulait dire, parce que le Premier ministre, dans l'hémicycle, il y a quelques minutes, l'a dit. Sans aide américaine, qu'est-ce que ça fait? Qu'est-ce que ça implique pour les Ukrainiens? Jade, vous êtes avec nous pour nous éclairer. Une pause donc dans cette aide, ça veut dire quoi? Alors ça implique plusieurs choses. Vous avez le volet militaire, bien sûr, le volet du renseignement et le volet de la communication. Les trois sont clairement aujourd'hui le nerf de la guerre en Ukraine. Le volet militaire d'abord, il restait environ 4 milliards de dollars qui avaient été votés par le Congrès, mais qui n'avaient pas encore été débloqués. Et bien avec la pause, rien de ces 4 milliards ne sera débloqué. Cette pause suspend également plus d'1 milliard de dollars de commandes qui avaient été passées avec des industriels américains. Le volet du renseignement, c'est très important, le général Desportes donne un chiffre qui m'a donné envie de me pencher sur la question. 80% du renseignement ukrainien est du renseignement américain. Alors Donald Trump ne l'a pas clairement dit, mais si les États-Unis cessent de fournir du renseignement à l'Ukraine, Zelensky se priverait donc de sa plus importante source d'informations avec les informations que fournissent les Britanniques. Toute l'imagerie satellite, par exemple, que fournit aujourd'hui les États-Unis est d'une précision qu'aucune capacité européenne ne peut égaler aujourd'hui. Le New York Times avait révélé l'an dernier que 12 bases d'espionnage de la CIA étaient en action sur le territoire ukrainien. Exact. Elles avaient été construites avant la guerre, mais les agents de la CIA étaient restés après la guerre. Ouais, ça serait une perte considérable. Le général va pouvoir réagir. Vous parliez du volet communication assuré par donc Starlink et donc par Elon Musk. Oui, que serait le front ukrainien sans Starlink aujourd'hui? Starlink, pour rappel, c'est le programme qui permet une connexion Internet à haut débit depuis l'espace. Ce sont en tout 6300 satellites qui couvrent déjà donc une très large partie du monde. Toutes les zones en bleu aujourd'hui sont couvertes par Starlink. Dès le début de la guerre, Elon Musk a envoyé en Ukraine plusieurs terminaux. Aujourd'hui, il y en a 42 000 en tout en Ukraine qui permettent donc de se connecter au réseau Starlink. Des terminaux qui servent à communiquer sur le front, à coordonner l'artillerie et les frappes, et à piloter des drones tant dans les airs qu'en mer Noire. Pour vous donner une idée de ce que ça représente Starlink, le ministre ukrainien du numérique parle de Starlink comme ceci: le sang qui coule dans notre infrastructure de communication. Quand on sait que la Russie s'attaque très souvent aux infrastructures de communication, pouvoir compter sur un réseau aussi fiable que Starlink aujourd'hui, pour les Ukrainiens, c'est vital. Je termine par là, ça a 3 gros avantages. 1, c'est rapide parce que les satellites sont en orbite basse, contrairement aux satellites géostationnaires beaucoup plus hauts. C'est transportable parce que les terminaux sont assez petits, donc ça se glisse dans un sac à dos assez facilement. Et ça échappe aux tentatives de brouillage ukrainien. Vous savez que les Russes sont très forts, justement, ont des techniques de guerre électronique assez pointues.
Pourtant, en Ukraine, ils n'en ont jamais opéré, ou en tout cas, ça a toujours été plus ou moins infructueux, parce que la Russie, justement, a du mal à cibler les satellites Starlink en orbite basse. Ça nous rappelle quelque chose? On sait ce que ça fait, quand Starlink est coupé en Ukraine. On l'a vécu une fois, effectivement, dans la nuit du 16 au 17 septembre 2022. Vous avez 5 drones maritimes qui ont été lancés depuis l'Ukraine vers le port de Sébastopol pour tenter de détruire une partie de la flotte russe. Eh bien, en pleine opération, les Ukrainiens ont perdu toute connexion avec leurs drones. Ils tentent à l'époque de joindre Starlink sans succès. Des responsables américains également, sans succès non plus. Résultat, l'opération a échoué. Et depuis cette opération est restée depuis dans les annales des moments où un entrepreneur privé réussissait justement à faire échouer une action militaire. Ça pourrait être donc catastrophique. Avant les questions militaires, juste la question peut-être géopolitique. Là, la source anonyme à la Maison-Blanche a bien parlé d'une pause, une simple pause. Là, on est dans l'ordre du chantage. Les Américains font du chantage à Volodymyr Zelensky. Oui, mais c'est vraiment difficile de comprendre de manière rationnelle ce que veut Trump. D'ailleurs, je voudrais ajouter que dès l'arrivée au pouvoir, l'administration Trump a arrêté d'acheter de nouvelles armes pour l'Ukraine. Moi, plutôt, c'est plus facile de comprendre ce qu'il veut Poutine. Juste, je vais dire une chose, parce que la stratégie de Poutine depuis plusieurs années, c'est quoi? C'est de déukrainiser l'Ukraine, c'est-à-dire priver l'Ukraine de sa souveraineté et l'Ukraine de son identité, désunir l'Europe et d'américaniser le monde. Donc aujourd'hui, il voit que Trump, il s'aligne sur la ligne de Poutine. Parce que, d'une première part, il est indifférent totalement au sort des Ukrainiens. Il veut régler la question de l'Ukraine dans le cadre du Grand Deal avec les États-Unis, donc en sacrifiant l'Ukraine, sous les conditions russes. Par rapport à l'Europe, donc Jean Monnet, il va se retourner 1000 fois dans la tombe en attendant que la construction européenne, ça sert à incuber les États-Unis. Et troisièmement, les États-Unis se déaméricanisent eux-mêmes. Parce qu'avec l'arrêt brutal de l'activité de l'Agence des États-Unis pour le développement international, d'ailleurs qui a beaucoup fait pour la construction des structures énergétiques ukrainiennes, donc les États-Unis se privent d'un outil de soft power important. Et maintenant, en arrêtant l'aide, ils se privent de même manière de hard power, de la puissance militaire. Donc c'est suicidaire. Et irrationnel. Suicidaire même pour eux, c'est ce que vous êtes en train de dire. Oui, c'est ça, c'est suicidaire pour les États-Unis à long terme. À long terme. Juste, bon, pour l'instant c'est effectif. Ils ont décidé quand même de mettre tout ça sur pause. Concrètement, ça peut donner quoi? On a bien compris grâce à Jeanne que c'était un coup à plusieurs balles. Pardon, il y a le renseignement, il y a le militaire, il y a la communication, il y a le renseignement, c'est-à-dire tout ce qui est espionnage et tout. Et on a vu combien ça pouvait aider les Ukrainiens. Est-ce qu'il y a un risque d'effondrement du front là? On n'ira pas jusqu'à là, mais ça veut dire que le commandement sera difficile à exercer, puisque tous ces moyens-là, c'est des moyens pour commander, c'est-à-dire utiliser les forces correctement sur le terrain. On sait où est l'ennemi, on sait comment on peut communiquer entre nous, on peut désigner des cibles, c'est les choses basiques. Dès lors que vous supprimez tout ce qui est moyens de communication et de renseignement, ceci, vous êtes presque aveugle. Maintenant, il ne faut peut-être pas trop dramatiser, parce que d'ailleurs, il me semble bien que les Ukrainiens développent un système s'apparentant à Starlink depuis pas mal de mois, justement depuis l'affaire de 2022. Ils n'ont pas vraiment apprécié, ce que je comprends tout à fait, en disant, voilà, on est sous la dépendance d'un entrepreneur privé qui ne veut pas voir la guerre. Alors ça correspond quand même à la politique d'aujourd'hui du côté d'Elon Musk, et qui se sont retrouvés dépourvus. Donc il y a des mesures, je dirais, palliatives qui sont en route. Maintenant, effectivement, ça va poser beaucoup de problèmes aux forces armées pour la désignation des cibles. Et puis pour le commandement, et c'est ça qui est essentiel. Maintenant, n'oublions pas que pour le renseignement, et pour Starlink aussi d'ailleurs, le renseignement, donc, quand on voit la liste de ce qu'ont attribué en termes de financement les États-Unis, il y avait un budget consacré à la location d'images de satellites, en particulier déjà, donc il y avait des marchés. Starlink, c'est aussi un marché, parce que quand effectivement Elon Musk a voulu couper finalement le contact, le Pentagone a pris à sa charge, alors je ne sais pas sous quelle forme, les frais, enfin il y avait un contrat qui était passé, donc on est aussi dans la logique commerciale. Oui. Rien n'est gratuit aujourd'hui, et que même le Starlink en Ukraine, c'est de l'argent qui rentre chez Elon Musk. Donc voilà un petit peu le paradoxe finalement. On veut bien faire la guerre, mais pas trop. On veut bien donner des moyens, mais pas trop. Et puis finalement, qu'est-ce qu'on a comme résultat avec ce qu'on vient de dire? C'est que c'est tous les moyens de pression qui se mettent en place pour contraindre Zelensky à négocier. Et petit à petit, ça va se durcir, à mon avis. N'oublions pas, l'objectif de Trump, c'est, en 100 jours, avoir la paix. Donc, et là, il met la pression. Plus, mais on se demande ce qu'il peut faire de plus, là.
Oh, je fais confiance à Il l'imagination. Ouais, d'accord, ok. Vous lui faites confiance pour aller plus loin. Ouais. Magali. En fait, on est dans une chorégraphie depuis ce qu'on a vu vendredi soir à la Maison Blanche. C'est-à-dire que il y a donc la leçon de Trump et de Vance à Zelensky, la façon dont, en effet, il est accablé par le président américain qui lui dit « mais vous ne voulez pas la paix de toute manière ». Et on voit bien que là, le choc, parce que la violence des propos est telle qu'il y a un véritable choc. Puis derrière, il attend quelques jours. C'est en fait sa tactique de négociation qu'il a mise noir sur blanc dans l'art du deal. Il choque son adversaire. Il choque, il sidère. Ouais. Enfin, c'est vraiment ce qu'il fait. Il sidère. Et puis derrière, il laisse passer quelques jours. Et puis, à nouveau, un autre coup sur la tête. Et en fait, c'est ça ce qui est en train de se passer. C'est la suspension des livraisons qui, à mon avis, va être confirmée ce soir, enfin cette nuit, devant le Congrès en majesté par Donald Trump, qui va expliquer que Zelensky, ne voulant pas la paix, eh bien, il a décidé de suspendre les livraisons d'armes jusqu'au moment où il acceptera de signer le fameux deal. Oui. Tout ça est orchestré et parfaitement planifié, à mon avis, par l'administration américaine pour pouvoir arriver à ce moment où, en effet, Trump, devant le Congrès, va pouvoir dire « je vous l'avais bien dit, je veux faire la paix, et ben je vais y arriver et je vais lui tordre le bras s'il le veut. » Exactement. Avec Trump qui s'est de nouveau exprimé cette nuit, on va écouter. On rappelle juste le discours de l'État de l'Union, c'est cette nuit à partir de 3h du matin, à suivre en direct sur LCI. Vous y serez d'ailleurs pour analyser tout ça. Trump, donc hier, qui en remet une couche, je vous l'avais dit, c'est une orchestration en fait. Tout est orchestré. Il y a une opération médiatique qui est mise en place et donc qui réinsiste hier donc sur Volodymyr Zelensky, lui met encore un coup de pression. Eh bien, je pense simplement que Zelensky devrait être plus reconnaissant, car les États-Unis sont restés à leur côté contre vents et marées. Nous leur avons donné bien plus que l'Europe, et l'Europe aurait dû donner plus que nous, parce que, comme vous le savez, c'est juste là, c'est leur frontière. Il devrait être reconnaissant. Voilà, il réinsiste, il en est encore là. Il cherche quoi là? Tous les membres de l'administration Trump sont en train de dire exactement la même chose depuis vendredi soir sur toutes les chaînes de télé. Ils sont en boucle là-dessus, il n'est pas reconnaissant, il doit dire merci. Ce qui est faux. C'est un fauteur de troubles. Volodymyr Zelensky a déjà remercié à plusieurs reprises les Américains. Surtout quand il a quitté les États-Unis, il s'est fendu de plusieurs messages dans ce sens-là. Mais l'idée, c'est vraiment de dire, en fait, le problème... En fait, c'est pas Vladimir Poutine. Le problème, aujourd'hui, c'est Zelensky qui ne veut pas signer ce cessez-le-feu et cette paix. Donc, en effet, il y a un coup de pression maximal qui est mis sur le dirigeant. Mais la faute principale de Zelensky, qu'il a osé contredire le génie dans le cabinet ovale. Il les a contredire, il demandé mais quelle garantie de sécurité? Comment, on signe le cessez-le-feu, mais qu'est-ce qui se passera après? Parce que finalement, on ne comprend pas d'ailleurs la logique, la stratégie de Trump. Parce que si, d'accord, on arrête, on suspend la livraison des armes. Pour le moment, on ne sait pas par rapport au Starlink, par rapport au renseignement, parce que ce n'est pas encore clair. Mais si on imagine qu'il coupe tout, quel levier de pression on aura sur l'Ukraine? Aucun. Quel levier de pression Trump a sur Poutine? Aucun. Donc, comment il va négocier si l'Ukraine va continuer la guerre? La Russie, d'ailleurs, il veut, s'il signe le cessez-le-feu, c'est juste sur les conditions russes. Et moi, je suis d'accord avec les économistes qui disent que finalement, Trump a sauvé Poutine. Parce que l'économie russe était en surchauffe, donc il va profiter de cette situation pour préparer une nouvelle guerre, et dans 2 ans, il pourra attaquer l'Ukraine.